Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Bonjour. Moi, je te vois aller. Les gens ne le savent pas, mais avant nos émissions, des fois, tu fais des zooms avec d'autres stations de télé. Et merci d'ailleurs, parce que c'est Sport Express qui est en arrière. Mais c'est la grosse tournée pour ton livre. Oui! Et je trouvais ça intéressant qu'on en parle, la drôle de vie de Liz. Et c'est cool parce qu'il y a un petit clin d'œil à ton pilote d'hélicoptère qui est malheureusement décédé. Mais oui. Est-ce que c'était voulu? Tout était dans tout ou au départ? Non, c'était prévu parce que de toute façon, le prologue et l'épilogue, c'est un événement récent de ma vie. C'est le plongeon en hélico. Mais ensuite, là, le contenu du livre central, là, c'est vraiment mes années de sport-études à Québec, secondaire, à partir du secondaire 1. Oui, parce que je lisais derrière, ça dit « Salut, je m'appelle Lisanne Richard ». Hein? C'est pas mal toi, ça. Aujourd'hui, j'entre au secondaire et ma vie va complètement changer. J'ai travaillé fort durant 5 ans pour intégrer le programme sport-études à l'école Cardinal-Roy. On va parler de ton livre, mais en même temps, c'est quand même une grosse étape parce que c'est quand même un petit 2 heures de route entre le Saguenay et Québec. Partir à Québec, loin de la famille, ça prend du goût en bas âge. Bien, c'est ça. Moi, quand mes enfants sont arrivés à cet âge-là, j'en revenais pas que mes parents m'aient laissé partir. Tu le ferais-tu aujourd'hui? Ah, je serais pas capable. Mais s'ils voulaient vraiment, oui. Puis c'est ça qui arrive. J'étais tellement déterminée puis je souhaitais le faire que mes parents n'ont pas été capables de me refuser ça. Alors, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, quand même? Oui. Alors, bien, bravo. Merci. Très, très, très bel ouvrage. Hey, beau show cette semaine. Vraiment. On a Julie Coupal. Ils viennent de remporter un honneur en course de sentier. Ouais. Et on parle de volleyball avec Hugo Rousseau. Oh oui, madame. Bienvenue à Sport Express. Il y a plein de sports dans lesquels je peux te voir performer. Peut-être le volleyball de plage aussi, on va en reparler tantôt, mais au niveau grandeur, toi, tu pourrais pas bloquer un smash. Mais je saute tellement haut. Oui, c'est vrai, avec ton parcours de cirque et tout ça, j'avoue. Mais on va parler de volley, et on n'en parle pas assez souvent ici à Sport Express. On n'en parle pas avec n'importe qui aujourd'hui. Christian Tétrault. Christopher, on va t'appeler Christian Tétrault, c'est un ancien collègue. Non, exact. Christopher Tétrault est avec nous et Hugo Rousseau également. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. Hugo, t'es comme l'athlète. Christopher aussi, mais on va revenir avec ta carrière dans 3 secondes et quart, parce que je sais que t'as quand même une très, très belle carrière universitaire et tout ça. Mais Christopher, je veux qu'on débute par toi, parce que toi, c'est le coaching et tout ça. Comment c'est rentré dans ta vie? D'abord, le volleyball, mais après ça, tu sais, comme un peu parler de donner cette passion-là aux plus jeunes, parce que beau petit Benjamin Détroit ici, on va y revenir tantôt, mais c'est quand même une passion que tu transmets aux plus jeunes aussi, là. Exactement, mais tu sais, cette passion-là, ça va tout revenir un peu à Hugo. C'est vraiment qu'on a commencé à jouer au volleyball ensemble au secondaire, puis c'est lui qui m'a initié. Puis ensuite de ça, tu sais, comment je suis revenu dans le bain du volleyball, parce que moi, j'avais décroché un petit peu le volleyball. Puis lui, il voulait aller pratiquer sur l'équipe nationale. Puis là, je suis retourné le remplacer, faire du coaching avec lui. Puis tranquillement, je me suis remis à m'entraîner puis jouer au volleyball. Puis tranquillement, la passion est revenue, puis les projets se sont développés. On a commencé avec des ligues, des tournois, puis là, maintenant, on va vraiment sur l'aspect de coaching, jeunesse. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut focuser, exactement, focuser pour les prochaines années. Puis on voit que tous les projets qu'on a présentement fonctionnent à ce niveau-là, puis qu'il y a vraiment de la demande. Puis je pense qu'on est vraiment bien positionné pour répondre à cette demande-là. Très bien, oui. C'est très vrai. Non, mais c'est fou à quel point. Tu sais, le volleyball, ça a toujours été dans nos vies, dans le sens qu'on a commencé à jouer au primaire. Oui, c'est vrai. Au secondaire, déjà, on joue également. C'est un sport scolaire. Puis au niveau universitaire, tu sais, tu as joué pour Sherbrooke, mais même à Laval, l'Université Laval, c'est fou à quel point le volleyball, le niveau universitaire, le U-Sport, c'est très fort, le volleyball. Très populaire, de plus en plus fort à chaque année, en effet. Pour avoir joué avec le Vauréal pendant plusieurs années, pour avoir joué contre le Rouge et Or avec leur immense stade qui a comme glacé le sang par moment, surtout quand ils commencent à s'énerver dans la foule. Donc oui, c'est un sport très grandissant, même dans la région ici en plus. Oui, bien on en entend parler de plus en plus, pour vrai. Puis aussi, il y a des événements de volleyball de plage au Parc Jean-Drapeau également, là, qui attirent l'intérêt, là, beaucoup. Là. Oui, c'est le Beach Pro Tour, qui est une activité qu'on fait dans nos programmes d'entraînement notamment. C'est une activité qu'on sort nos jeunes adolescents, on les apporte au Beach Pro Tour. Puis, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont encore sur le Beach Pro Tour.
Je vais braguer certains de mes amis, mais tout ça pour dire que je vais les faire rencontrer mes athlètes, puis c'est très positif comme genre de culture. T'sais. Oui, d'avoir accès à un modèle là, lorsqu'on s'investit dans le sport puis qu'on est encore jeune, ça change tout, là, parce que ça fait réaliser que crème, c'est pas si loin que ça de moi puis que ça vaut la peine de s'investir. Non, c'est ça. Puis justement, tu sais, comme on est dans la région du Richelieu, on a des camps de jour où est-ce que tous les jeunes peuvent goûter un peu à les cultures partout au Québec. Notamment, j'ai des représentants qui jouent, des coachs, en fait, qui jouent vert et or, rouge et or, professionnels en Europe. Wow. Il y en a une qui vient de terminer, qui vient de la région ici. Son papa est prof d'éducation physique, qui vient de terminer 2e au championnat canadien universitaire. Donc, j'amène tout ce beau monde-là parce que c'est des amis, c'est une réalité que je connais bien, pour venir coacher les jeunes de la région du Richelieu puis leur offrir la meilleure expérience Puis c'est accentué sur le fun. Inquiétez-vous pas, là, ça court vite, on court, on souffre, mais c'est du plaisir. C'est incroyable. Hugo, tu as amené ton ami Christopher dans le coaching, mais avant de coacher, tu étais un joueur, on va le dire, un très bon joueur, un joueur qui a gravi les échelons avec les géants ici au niveau des 1. Après ça, tu es à l'université, tu l'as dit, dans une très bonne université qui est à Sherbrooke. Tu as joué du gros volleyball également, mais ta passion pour toi, parce qu'on reste qu'on est au Québec, baseball, hockey, soccer, volleyball, c'est quoi? Est-ce que c'est toi aussi au niveau du primaire? Tu me disais hors d'onde tantôt, je suis un peu petit pour le volleyball intérieur. Là, il faudrait que tu m'en reparles, mais il faut mesurer 6 pieds et 5 en montant, mais est-ce que toi aussi, c'est au primaire, tu te disais, moi, j'aime ce sport-là? Écoute, c'est parti d'un rêve, d'un camping avec mes parents. J'avais 6-7 ans. Le camping s'appelait Domaine du rêve. Et c'était à Saint-Angèle-de-Manoir. Ouais. C'est magnifique. Il y avait mes parents qui jouaient. C'est du récréatif, mais comme ils sont intenses. Puis quand on aime un sport comme le volleyball, mais rapidement, ça devient passionnant. Donc moi, je voulais jouer avec eux. Ils acceptaient de temps en temps, mais ils me refusaient parce que c'était des adultes ensemble, évidemment. Fait que j'ai pas été capable de toujours jouer avec eux, mais à 6-7 ans déjà, je tripais sur ce sport-là. Puis, ça l'a jamais arrêté. C'est sûr que j'ai fait du baseball, du hockey, du soccer, du karaté. J'en ai fait, mais le volleyball a toujours été ce que moi je voulais donner à cette... Société. Ouais. C'est un gros mot, je ne voulais pas le dire. Alors, on peut. Votre implication, elle est vraiment grande, puis on voit déjà le succès. Là. Vous avez même amené la bannière, parce que là, on est très récent. Vous venez de remporter avant-hier, je crois, Exactement. un championnat. Donc, félicitations. Ça veut dire que les efforts portent fruit. Oui, vraiment. En fait, on coach beaucoup les jeunes de la région. 14 ans et moins, 13 ans et moins, 12 ans et moins, parce que on veut redonner des bonnes habitudes de travail, puis à des jeunes qui commencent le sport. Puis, honnêtement, je sais pas pour toi, Chris, mais les jeunes de cet âge-là, les boys surtout, on est plus concentrés sur les garçons. On fait Il y a les filles aussi, mais vous deux, vous avez des groupes de garçons. C'est ça, mais ils sont drôles. On a des vidéos à l'appui, on fait des niaiseries, des bonnes niaiseries pour, justement, qu'on ait du plaisir dans les bonnes circonstances. Oui, ils ont besoin d'intensité, les ados. Ils ont besoin d'intensité. Des fois, je trouve que l'école est mal faite pour les gars. Je parle de même. Les gars ont besoin de bouger. Mais à quel point, Christopher, c'est gratifiant pour toi de voir ça? Parce que tu les as vus grandir dans le sens que de septembre à aujourd'hui, il y en a eu des choses, il y en a eu des tournois également. D'aller chercher une banderole comme ça à RSEQ, de voir ces jeunes-là, des étudiants athlètes, là, on va se dire, qui vont à l'école, qui travaillent pour leur sport. Comment t'as aimé ça? Comment tu vis ça, toi, sur les lignes de touche? C'est sûr que c'est très gratifiant, de un. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à cet âge-là, qu'on va les rechercher, les joueurs, il y a vraiment une très belle progression qu'on voit tout au long de l'année. Puis c'est encore plus vrai pour le mini-volley qu'on commence 5e, 6e année du primaire, qu'on se lance une couple de projets présentement là-dedans, mais c'est ça, c'est vraiment, eux sont là pour avoir du plaisir. Puis on voit vraiment un engouement pour commencer le volleyball encore plus jeune qu'avant. Donc c'est ça, c'est vraiment gratifiant, comme j'ai dit, de les voir grandir à travers tout ça. Puis le cheminement, pas juste dans le sport, mais aussi mentalement, qui peuvent aller chercher des meilleures... connaissance de soi, je dirais. Oui, puis des difficultés aussi, là, parce qu'on s'entend, c'est pas toujours facile de faire un service, c'est confrontant, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, moi, je vois ma fille qui fait du volleyball, du mini-volley. T'as l'air à connaître ça, un service, une touche, une manchette. Let's go! Mais puis je suis présente dans les tournois, puis tout ça, puis c'est beau de les voir aller. Puis c'est ça, c'est confrontant, mais il y a tellement l'esprit d'équipe. T'sais, moi, j'ai un souvenir d'une fois qu'il y avait moins bien d'été, disons, pour l'équipe de Flavie. Puis finalement, ça les a tellement rapprochés qu'il
Les tournois d'après, ça a été beaucoup mieux parce que là, juste de sentir, OK, j'ai la solidarité des autres, que je réussisse ou non, tout à coup, tu as une pression de performance qui diminue, tu es dans le plaisir, puis là, ça y va plus facilement. Là. C'est d'être capable d'orienter les erreurs vers un challenge, vers des bonnes erreurs, vers une manière de bien penser qui vaut bien plus qu'un simple point, des fois, dans les moments circonstanciel qui ne va pas te définir tout au long de ta vie. Hein? Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, Hugo, c'est que tu as joué du gros volleyball. Et quand tu arrives à un plus bas âge, moi, je sais bien que le hockey, le baseball, j'ai été meilleur au baseball qu'au hockey. Puis le monde me dit, pourquoi tu ne coaches pas au baseball? D'un, j'ai pas la patience. Fait que je serais pas capable de montrer à quelqu'un à lancer, d'attraper et tout ça. Toi, tu as joué du gros volley quand tu arrives dans des niveaux inférieurs. Là, je parle pas de la catégorie des 1, des 2, des 3, mais avec les plus jeunes, où tu te dois d'être vraiment être pédagogue en même temps qu'être coach. Comment ça a été pour toi? Est-ce que tu as été obligé de travailler sur toi un peu au départ? Au départ, quand j'étais quand j'ai commencé à coacher plus sérieusement, j'étais surtout à Toronto. Fait que c'est sûr que j'avais une barrière de langue. Puis, c'est sûr que je suis dans une école où est-ce qu'il fallait que tu saches être pédagogue par rapport à ton coaching. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis revenu dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est que, on parle un Québécois, on peut s'exprimer on peut faire des petites erreurs, des fois pédagogiques, mais tant qu'on est capable d'être tout le monde dans le même bateau, d'avancer, puis, écoute, oui, il y a des petits ajustements, mais les gars, ils trippent à voir ma passion qui vient de l'université. Là, je traite mes coéquipiers d'université de la même manière que je traite les jeunes auxquels je coach présentement, surtout mes boys présentement, que j'ai une équipe 15 ans et moins de la région ici, qui sont, selon moi, potentiel de médaille canadienne en ce moment. Wow. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir déjà une belle gang de boys. Mais je reste intense. Un événement bientôt là, qui est plus provincial ou national avec On cette s'en équipe-là? va au championnat provincial qui se situe à Québec lors du 15 avril. Et ensuite, c'est bientôt. Oui, le 15 mai, on s'en va à Mississauga. Wow. D'après Toronto, on s'en va faire le championnat canadien en espérant avoir la plus belle des expériences. Wow. Vraiment. Puis ça, à cet âge-là, en plus, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Là, peu importe le résultat, c'est très pédagogique, justement, comme événement. Hey, je veux qu'on parle, parce que là, les boys, vous avez mis volleyball, maillot également pour... Toi, t'as mis tes moi, j'ai mis mes lunettes. lunettes. Je me suis dit, elle va participer aux Volleyball de accessoires. plage, Mais c'est lunettes surtout soleil. que les boys le savent, j'ai oublié mes lunettes. Fait que je me suis dit, jamais j'ai besoin de lire de quoi, ils sont pas loin, il y a de la force dedans. Non, mais c'est fou à quel point le volleyball de plage a pris... expansion fois 1000. Écoute, il y a un beau tournoi qui vient au Parc Jean à Montréal également. Les filles, les gars, puis les filles, c'est au-delà de leur shape et de leur look, là, ça joue du gros volleyball. C'est rendu aux Olympiques. Les filles sont bonnes, les gars sont bons. À quel point le volleyball intérieur est devenu moins populaire que le volleyball de plage, dans le sens que, tabarouette, c'est fou à quel point vous vous déplacez vite, c'est des beaux coups, c'est spectaculaire, surtout. Oui. En fait, si on compare dans le monde en entier, le volleyball intérieur est beaucoup plus populaire, surtout en Europe. Mais ici, ça commence à bouger. Il y a la LVP, qui est une ligue professionnelle de beach volleyball aux États-Unis. J'ai amené ma camisole ici justement parce que j'ai été un des rares représentants qui a pu jouer dans cette ligue-là, qui avait une association avec la Fédération internationale de volleyball. C'était en Californie. Petite parenthèse pour dire que le soleil, et puis la musique, et puis un petit verre pour les spectateurs. Oui, le côté festif, là. Ça apporte, puis des fois, on peut même avoir un band qui vient jouer de la musique le soir. Donc, ça apporte beaucoup de spectateurs passionnés, comme on va dire. Mais tu parles de Californie. Les gens aiment venir à Montréal aussi. Les gens savent partout sur la planète, on va aller à Montréal, c'est une place de party, là, Chris. Là. C'est sûr, mais au-delà de tout ça, on a parlé que c'était festif, le volleyball de plage, mais c'est aussi qu'est-ce que ça apporte pour le volleyball intérieur. Donc, toutes les compétences dans les différents aspects du jeu, mais ça amène beaucoup de bienfaits pour les joueurs après ça, pas à l'interne, mais à l'intérieur. Ouais. C'est complémentaire. Donc, on peut développer des capacités à l'extérieur. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça que, tranquillement, les coachs se rendent compte que c'est très bénéfique pour leurs athlètes. Puis c'est vraiment vers là qu'on veut s'en aller tranquillement avec la culture du volleyball au Québec. Oui, parce que c'est vrai qu'en Europe, même au niveau du basket, ici, on a la NBA, mais quand on s'en va en Europe, il y a plein de belles ligues. Le handball, le volleyball, les gars gagnent leur vie avec le volleyball. Les gars, les filles, là-bas en Europe. Ce qui est loin d'être le cas ici, mais quand même, je pense que c'est un sport qui mérite d'être connu parce qu'on joue le volleyball. Je pense que c'est un sport qui mérite à ce qu'il soit plus à l'avant-plan, tout simplement, parce qu'il y a des maudits bons joueurs, puis des gars comme vous autres qui s'impliquent avec nos plus jeunes aujourd'hui. Exactement. Venez jouer au volleyball, on va avoir plein du plaisir. Exactement. Oui. Peut-être qu'on peut terminer justement en invitant
à s'inscrire aussi pour les camps d'été. Les inscriptions viennent d'ouvrir. Viennent d'ouvrir hier. On ouvre les inscriptions habituellement. On parle de moins d'1 mois et ça se remplit. On a un nouvel partenariat cette année. On s'associe avec Autour de la table pour des boîtes à lunch. Oh yes, ça c'est bon. Des boîtes à lunch santé. On va expliquer pourquoi manger de cette manière-là, puis de comment ton corps va réagir et des nouvelles expériences culinaires, notamment un shot de curcuma qui va faire grimacer plus d'un. Parle-moi pas de ça. Moi, j'adore ça. J'ai commencé ma journée avec bien, ça là. ce matin. Moi. Hey, messieurs, merci beaucoup de transmettre votre passion. Super intéressant. Ben, merci de nous avoir reçus. Merci également. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on poursuit Sport Express. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. La Tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques, est maintenant diffusée 4 fois semaine, soit du mardi au vendredi à compter de 17h. Cela nous permet de rencontrer des gens du milieu politique, des organismes ou encore des gens qui font l'actualité. Tout ça dans le but de bien vous informer et de savoir au quotidien ce qui se passe dans le Haut-Richelieu. Donc 4 fois semaine, la Tribune TVHR à 17h du mardi au vendredi. C'est un rendez-vous. Cette semaine, on va parler en deuxième partie d'émission de course à pied avec quelqu'un qu'on connaît bien ici à la télévision du Haut-Richelieu. Julie Coupal est avec nous. Salut. Merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Je veux qu'on revienne un peu sur Tout Trail parce que nous, on connaît c'est quoi. Pas mal la majorité des gens le savent quand même, mais je veux juste qu'on revienne à la base. Tout Trail, c'est quoi exactement? Tout Trail, c'est un club de course ou une école de course en sentier. Il y a comme un groupe Tout Trail ici à Montérégie où on court principalement au Mont-Saint-Grégoire, mais des fois, on fait d'autres sorties un peu sur route. Puis il y a tout un autre bras de Tout Trail dans le coin de Québec. Donc, ça a été fondé par Marc-André Paillé, que plusieurs connaissent, qui malheureusement est décédé là, il y a un peu plus de 2 ans des suites d'un malaise cardiaque. Et sa collègue Marie-Ève, sa cofondatrice, qui, elle, est à Québec. Je sais à quel point il a été très impliqué au Mont-Saint-Grégoire. Et là, tu vas peut-être me dire, Alex, tu es dans le champ, mais est-ce qu'on a pensé à quelque chose là-bas? Parce qu'il me semble que je n'ai pas entendu parler de grand-chose, mais est-ce qu'il y a des petits sentiers ou quelque chose qui pourrait s'en venir en son honneur? Il n'y a pas de sentier à son nom, mais il y a 2 œuvres d'art actuellement dans la montagne. Donc, suite à son décès, ça a été subi. Ça s'est passé à la montagne pendant qu'il courait. Alors, on s'est mobilisé, tout son groupe d'amis, là, dans les 2 semaines qui ont suivi. On est allé voir Pascal Hébert de Métal en Jupe. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Elle a fait, entre autres, là, tous les bancs rétroéclairés là, en tout cas, au parc des Éclusiers. Oui, exactement. Exactement. Fait qu'on lui a demandé, est-ce que c'est possible de graver le visage de Marc-André parce qu'on aurait aimé, en fait, l'installer à la montagne pour qu'il regarde les levées de soleil, quelque chose qu'il aimait. Oh, wow! Ouais, lui, c'était vraiment un gars de matin. Il avait vraiment son coin où on allait souvent avec lui regarder les levées de soleil. Donc, on s'est dit, on va mettre une œuvre d'art là, à sa mémoire. Fait qu'elle a accepté tout de suite. Mais quand on a parlé du projet d'avoir une œuvre d'art commémorative de Marc-André à sa fille, tout de suite, elle a dit, il faudrait que ça soit ses gros mollets. Parce que Marc-André était connu pour avoir des mollets très, très, très développés. Donc, on a demandé à Pascal, c'est-tu possible de faire une 2e œuvre d'art pour avoir ses jambes? Puis elle a dit oui. Fait qu'en 2 semaines, elle a produit ça. Puis je veux dire, c'est magnifique, son visage. C'est lui, on se trompe pas. On l'a installé dans le sentier des carrières qui regarde les levées de soleil. Et de l'autre côté, sur les terrains de la famille Gingras, l'Érablière, la Goudrelle, Marc-André était très proche d'eux. Bien, il y a ses jambes, grandeur, nature, qui montent une paroi rocheuse. Donc, il faut savoir, il faut être initié pour aller voir cette œuvre. Non, mais maintenant que tu en parles, au moins les gens, quand ils vont y aller, vont pouvoir arrêter exactement. ou du moins tenter de trouver. Alors, Donc, plusieurs personnes, nous, à chaque fois qu'on court, on passe par là, on salue coach. Il y a des gens de Québec qui descendent puis qui font exprès pour aller faire le détour pour aller le saluer. Très beau. Quelque chose d'autre a été fait en son hommage aussi dernièrement, c'est le projet des Montérégiennes. Oui, exactement. Donc, Marc-André, avant son départ, il travaillait sur un projet à son image, complètement fou puis irréaliste. Oui, parce que lui, l'ordinaire, ça ne tentait pas. Non, c'est ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire dans sa personne, d'extrêmement rassembleur humain, tout ça. Puis il aimait faire des défis qui sortaient de l'ordinaire ou qui n'avaient jamais été faits. Donc, lui, ce qu'il travaillait, c'était de relier toutes les collines montérégiennes à la course. Donc, de Oka
jusqu'à Lac-Mégantic en faisant les 10 sommets, et ce, à la course, la distance entre les montagnes aussi. Donc, petit à petit, là, dans l'année qui suivait son départ, la gang avec qui il avait parce qu'il avait consulté certains coureurs au niveau logistique, au niveau de la préparation physique, au niveau du parcours, tout ça. Donc, on s'est mis ensemble et on a décidé qu'on allait le réaliser. Donc, on l'a fait à l'automne dernier. Donc, sur 7 jours. On a parcouru tous les sommets. On était un petit groupe de 7 coureurs avec 3 personnes qui nous accompagnaient avec un VR, avec aussi une vanne, un trailer, parce que ça prenait quand même du matériel. Ben oui. Et à chaque sommet qu'on faisait, les gens venaient nous rejoindre. Donc, il y avait souvent entre 15 ou une centaine de personnes qui venaient courir la montagne avec nous. Mais c'était qui? C'était des gens qui faisaient partie de la communauté aussi? Oui, exactement. Nous, on a publicisé l'événement, puis les gens pouvaient s'inscrire. Pour un sommet. Exactement. On a donné l'horaire, puis les gens venaient se joindre à nous. Fait que à chaque fois, c'était vraiment comme une vague d'encouragement. Il y avait plusieurs sommets dans les premiers jours, tu sais, jusqu'au Mont-Brome, mais après ça, de Brome jusqu'à Lac-Mégantic, Offord ne fait pas partie des Montérégiennes. Donc, on est passé dans le parc, mais c'était beaucoup de route. Fait que c'est un défi relativement difficile pour des coureurs en sentier là, de faire autant de route. Parce qu'il fallait... Mais OK, dans le défi, vous vous êtes permis de la route aussi, là. Oui, bien, vous n'avez pas cherché des sentiers Bien, on n'avait pas le choix. Ben oui, c'est ça. On n'avait pas le choix. Par sécurité aussi, là. Oui, bien, il y a eu des rangs de campagne. Je te dirais que les sentiers, c'est plus sécuritaire que les petits chemins de campagne. Mais on l'a fait, tu sais. Puis, des fois, on faisait des bouts. On n'était pas capable de toujours tout le courir parce que c'était quand même 350 km. En 7 jours? Donc, ça fait beaucoup, là, une moyenne. Oui, exact. Chaque personne qui a fait le défi l'a fait à la hauteur. T'sais, on avait nos propres objectifs, nos propres capacités. C'est quasiment entre 45 et 50 km par jour. C'est les premières journées, là, c'était 80 km et plus. Donc, par exemple, moi, j'ai couru une bonne partie, mais je finissais toujours les journées en vélo. Comme ça, ça m'a permis d'être capable de courir de faire la distance, à chaque jour. À c'est parce que 80 km, un marathon, c'est 42,4, c'est comme l'équivalent de 2 marathons. En montagne? En montagne, non. Là, bien, en sentier, ça se voit souvent des ultra-marathons. C'est la mode. Marie-Ève, la cofondatrice, elle a fait toutes les premières journées au complet, jusqu'à temps que malheureusement une fracture de stress se dessine. Fait qu'elle a décidé, on ne voulait pas non plus se blesser pour rendre hommage à Marc-André. Lui, il prônait le dépassement de soi, dans le plaisir et le respect de soi-même et en gang. Fait que c'est vraiment ce qu'on a reproduit là-dedans. Tout le monde, on est allé à fond de ce qu'on était capable de donner. On a eu du plaisir. Toutes les 7 personnes, on se connaissait, mais on n'était pas amis proches. Fait que ça a été vraiment une expérience humaine. C'est ce que j'allais dire, c'est d'essayer de trouver des affinités avec les autres. Pas tout le monde qui réagit de la même façon non plus. Exact, mais ça s'est passé là, tellement bien. Ben oui, mais en fait, on se levait, on mangeait, on courait, on s'alimentait, on essayait de s'hydrater, puis on se couchait, puis on se supportait, puis on avait vraiment des gens qui nous accompagnaient, puis nous faisaient des ravitaillements tout au long du parcours. Fait que ça a vraiment été... Les gens nous ont accueillis chez eux. Tu sais, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées durant la semaine où on vivait un peu comme dans un monde parallèle, là, tu sais, où on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur de ce défi-là. Mais on l'a réussi, puis voilà. Vous venez de remporter un prix en plus. Bien, c'est ça. Parler de ce gala-là? Je veux en parler un peu. Honnêtement, je ne sais pas qui a eu le concept d'appeler ça de même aussi. Puis le trophée, c'est très beau, là, mais la racine d'or, c'est hot. Oui, mais c'est le gala du trail québécois. Donc, à chaque année, ils font ce gala-là. Là, ça fait 2 ans que c'est à Lac-Beauport, à Québec, où il y a une dizaine de catégories. Fait que, tu sais, il y en a que c'est vraiment... par exemple, Jessie Chouinard, qui est une coureuse de Saint-Jean, elle était en nomination pour le meilleur récit de trail. Fait qu'elle, souvent, les gens, après une expérience d'ultra-trail, dans son cas, c'était un 100 km en sentier, l'ultra-trail du Fort du Saguenay, tu sais, je veux dire, ils vivent des choses incroyables durant leur aventure, puis ils en font le récit, puis c'est vraiment inspirant. Bien, elle, c'est sur ses réseaux sociaux. OK, oui, OK, parfait. Donc, il y avait une nomination comme ça. Il y avait une nomination aussi pour les meilleurs podcasts. Il y a beaucoup de podcasts dans le monde de la course en sentier, dont Tout Trail en a un. Je l'avais faite.
Ouais. Ben oui, puis il était tellement gentil. c'est tellement inspirant ton podcast parce que Lisanne, tu sais, ton expérience de plongeon se Et transporte. autre complètement, Oui. mais il y avait beaucoup de points communs. Tout ce que tu rapportais à la course, tu sais, la préparation, en tout cas, bref, c'était extraordinaire comme podcast avec Marc. Fait qu'il y avait une dizaine de catégories comme ça. Nous, on était en nomination dans la catégorie la plus folle aventure sans dossard. Ce qui veut dire, c'était pas dans une course organisée. Parce qu'en course en sentier, évidemment, tu peux t'inscrire dans des courses. Il y en a de plus en plus au Québec. Mais de plus en plus, les gens se font leurs propres défis. Exemple, la traversée du parc des Laurentides. Puis souvent, les autres qui étaient dans notre catégorie, c'était beaucoup sur la performance. Le temps le plus rapide connu pour la traversée des sentiers des Appalaches, par exemple. Nous, c'était différent. C'était vraiment une aventure, en effet, mais c'était pas la performance qui était au cœur de ça, mais de faire vivre la mémoire de Marc-André. Puis Marc-André a maintenant un prix hommage posthume à chaque année dans ce gala-là, tu sais. Fait que on espérait bien pouvoir mettre la main sur le trophée pour boucler la boucle, si on veut. On va toujours continuer de faire des petites choses pour se rappeler sa mémoire, mais ce prix-là était très important pour nous. Donc, on est content. C'est sûr qu'il y avait un vote du public. Oui. Donc, je pense que la faveur du public est allée à nous, étant donné, on était... L'histoire, l'attachement. Exactement. Ouais. Puis on était tout un groupe à le faire, mais il y avait aussi les juges, un panel de jurés qui regardaient les différentes candidatures. Fait qu'on est bien content d'avoir mis la main sur cette racine d'or. Ouais. Bravo! Il doit être très fier là où il est, là, entre deux courses, quelque part entre les nuages, probablement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Parce que je sais que vous courez pas mal. Il reste 1 minute, Julie, mais là, ça commence à fondre tranquillement et on le voit avec les travaux ici, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'imagine que ça va courir cet été? Oui, bien, on n'arrête jamais de courir, Ouais. été comme hiver. Il y a toujours une période, en fait, au printemps où c'est plus difficile de courir en sentier parce qu'il faut rester... Mais bravo cet hiver, parce que ça n'a pas été un hiver le fun non plus. Je sais pas pour vous, les C'est coureurs. de la course sur glace. Ouais. Là, il va y avoir la pause, les sentiers vont être fermés pour permettre la fonte des neiges. Ouais. On va aller un peu plus sur la route, puis après, on retourne en montagne. Ben voilà. Bonne continuité, honnêtement. Bravo pour le prix. C'est très, 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 très bien. Puis je pense qu'on a eu des belles images également à vos partenaires et tout ça. Donc, Nos partenaires qui, sans eux, on n'aurait pas réussi à amasser aussi 60 000 pour la santé cardiaque. Wow, Ouais. OK. Fait qu'il y avait une super belle implication en plus. Ben oui, tout à fait, évidemment. ben merci. 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 On s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, j'imagine, il y avait du NASCAR, il y avait du bingo, il y avait plein d'affaires. Tout ça. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Alors, Alex, on est content. Il y avait du bingo. Hein? Il y avait du bingo, on va parler de NASCAR rapidement. C'est Tyler Reddick, sa 4e course qu'il remporte cette année. Prochaine course, c'est à Martinsville. Et oui, il y avait du NASCAR, je mets mes lunettes parce qu'ils ont de la force dedans. Madeleine Sylvain, Gilberte Lamarre, Karianne Corriveau, Louis Saint-Onge, Alain Baudouin, rien à voir avec moi, Richard Meunier, Lucille Lamoureux, Raymond Roy La France, Sylvie Doff et Clara Lamarre. Les deux dernières ont gagné 1500 $. Bravo. Il y avait donc des gagnants cette semaine, ça n'a pas d'allure. Ben oui. Et merci de jouer au bingo, soit dit en passant. Merci, madame. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.